Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui du lien étroit que les vitraux entretiennent avec d'autres arts, euh, comme justement, on vient de vous le dire, pour le haut Moyen-Âge, il y a effectivement des pistes de recherche tout à fait intéressantes, hein, par exemple avec le vitrail de San Vincenzo al Volturno à gauche, l'opus sectilé, le cloisonné, les transeines, donc on vient de vous en parler, j'en avais un petit peu parlé aussi. Donc c'est des pistes de recherche intéressantes, donc je ne vais pas m'attarder sur ces questions ce soir. À l'opposé, sur le plan chronologique, en ce qui concerne la relation entre vitrail et les autres arts, on peut évoquer aussi les études consacrées à la production artistique à la fin du Moyen-Âge, qui avait été abordée dans un colloque sur le vitrail et les arts graphiques, publié en 1995, et je pense que Michel Hérold a dû en parler longuement la dernière fois, donc je n'évoquerai pas ça non plus. Je vous signale également les actes d'un colloque paru en 2018 sur l'art, les modèles dans l'art du Moyen-Âge, qui a été publié sous la direction de Denise Borlée et Laurence Terrier-Aliferis, dont j'ai tiré quelques images, dont j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Mais pour ma part, donc, dans cette présentation, je traiterai de la question des vitraux médiévaux et de leurs sources d'inspiration, en axant mon propos sur une ère chrono-culturelle resserrée qui correspond au quart nord-est de la France, avec évidemment la Belgique actuelle, au XIIe siècle. On va surtout parler du XIIe siècle, et j'aborderai un peu également le XIIIe siècle. En effet, ce contexte particulièrement fertile a vu la réalisation de nombreuses œuvres qui témoignent de la circulation des artistes et de leurs échanges entre la Meuse, le nord de la France, la Champagne, l'Angleterre également, j'y reviendrai. Les liens entre le vitrail et les autres arts y est particulièrement clair, et l'on peut légitimement se demander si parfois ce ne sont pas les mêmes artistes qui ont réalisé des vitraux, des émaux, etc. On va le voir. La question de la relation entre vitrail, émaux et peinture sera ainsi largement développée, avec un regard pointu sur deux œuvres en particulier, deux ensembles en particulier. Donc j'évoquerai rapidement le XIIIe siècle pour voir les prolongements de cette thématique, sans développer la question, car la problématique se complexifie considérablement à mon sens. On doit produire énormément de vitraux à la fin du XIIe au XIIIe siècle, et après bien sûr. Alors je ne sais pas s'il y a une spécialisation, en tout cas, peut-être pas d'ailleurs, hein. En tout cas, au XIIe siècle, on voit, je trouve, beaucoup mieux les liens entre le vitrail et les autres arts, et ça va introduire donc le XIIIe siècle. Initialement, j'avais pensé présenter une vue générale du vitrail, des autres arts au XIIe, XIIIe siècle, en incluant la question des bordures, qui a été traitée, qui est un sujet intéressant, en parlant également du vitrail cistercien, mais ça me semblait un peu trop long. Donc j'ai redéfini le sujet, je l'ai recentré, car vous allez le voir, il est déjà très riche, et j'aimerais appuyer ma démonstration par le recours à des comparaisons serrées. Donc je vais essayer d'axer mon propos sur quelques œuvres et puis de faire vraiment des parallèles, j'espère, convaincants. On pourra en rediscuter si vous le souhaitez. Donc au cours de mon propos, j'évoquerai plusieurs pistes de réflexion qui me serviront de fil conducteur, parmi lesquels la formation des peintres verriers, les transferts artistiques, mais aussi la relation entre les vitrails et les autres arts monumentaux au sein donc d'un édifice, avec quelques mentions qui concernent l'iconographie, parce qu'il peut y avoir des compléments iconographiques, c'est intéressant, je ne vais pas aller très loin, mais j'évoquerai rapidement. Pour le XIIe siècle, les propos que je vais vous présenter ont été traités récemment par plusieurs auteurs, même si j'apporte un autre regard ou un regard complémentaire.
On peut citer Philippe Georges pour tout ce qui concerne les émaux mosans en particulier. Les travaux de Marc Gilles aussi, qui sont tout à fait intéressants pour le XIIe siècle. Avec Christine Descatoires, ils avaient dirigé, ils avaient été commissaires, ils étaient commissaires d'exposition sur une renaissance sur l'art mosan au musée de Cluny. Les travaux de Laurence Taillefer-Aliferi aussi sont intéressants, sans compter bien sûr les travaux fondateurs et plus anciens bien sûr de Louis Grodequy, puisque Louis Grodequy a vraiment jeté les bases de ses recherches. Donc je m'appuierai sur les recherches de ces auteurs, mais j'évoquerai également mes propres questionnements liés à des études en cours qui concernent les vitraux de Châlons en Champagne, que nous sommes en train d'étudier, j'en reparlerai, de réétudier, et ceux de Troyes pour le XIIe siècle, avec donc une ouverture sur le XIIIe siècle. Donc ce sont ces œuvres, ces deux ensembles de très grande qualité qui vont servir mon propos. Et je vais m'appuyer sur ces œuvres. Alors, rapidement, quelques données sur le cadre historique et géographique. Il faut brosser donc ce cadre pour comprendre la circulation des hommes et des lieux. L'espace que nous allons voir ensemble correspond à un territoire complexe, comprenant des provinces ecclésiastiques, comme vous pouvez le voir sur cette planche. Les provinces ecclésiastiques de Reims, de Sens, de Cologne, de Trèves, avec la limite du Saint-Empire romain germanique, comme vous le voyez ici. Les espaces étudiés abritent aussi des diocèses puissants, des villes en plein développement économique au XIIe siècle et après, bien sûr, des bourgs portuaires dans l'actuelle Belgique, pas seulement, mais enfin, certains qui sont assez bien étudiés maintenant, et d'importantes foires, notamment celle de Troyes, mais il y en avait aussi à Saint-Denis. Donc des axes de circulation, des lieux d'échange qui doivent retenir notre attention. Plusieurs principautés sont présentes, ainsi que des régions appartenant au domaine royal. Donc dans cet espace complexe, plusieurs villes et communautés religieuses ont joué un rôle majeur dans le développement de l'art en accueillant de nombreux artistes qui se sont côtoyés et qui ont dû se stimuler, très certainement. Alors je voudrais bien sûr citer Liège, Stavelot qui est à côté. Pour la Belgique, je reviendrai souvent sur ces espaces, sur ces villes, enfin sur ces monastères, surtout, oui aussi, Reims, Troyes, Provins, et également Montier-en-Der, qui est ici, qui me semble intéressant. Donc c'est en Haute-Marne, et là je vais reprendre des hypothèses que Philippe Georges avait proposées, puisque Montier-en-Der a été fondé au 7e siècle avec des relations privilégiées avec l'abbaye de Stavelot notamment. Donc on peut se demander, c'est une question, si Montier-en-Der n'a pas constitué un relais dans la diffusion de l'art d'Imozan et la circulation des artistes, puisque Montier-en-Der c'est pas loin de Châlons, Reims, Troyes, plutôt Troyes, Châlons. Des contacts ont été établis entre le nord de la France, la Champagne et l'Angleterre, en raison de liens dynastiques entre l'Angleterre et les comtes de Flandre, de Valois, de Champagne par exemple. On peut citer aussi les personnalités religieuses qui ont contribué à ces échanges, qui devaient être très importants, comme Pierre de Selles, par exemple, qui a accueilli Jean de Salisbury, secrétaire et ami de Thomas Becket, dans son abbaye de Saint-Remy de Reims, donc au XIIe siècle. Thomas Becket est lui-même passé en 1164 à Saint-Bertin-de-Saint-Omer. Donc les gens circulent à cette époque.
de toute condition sociale, artiste ou non. Donc il y a beaucoup de liens qui se créent. Donc dans ce contexte, on connaît l'activité d'artiste qui au XIIe siècle et après, et peut-être aussi au XIIIe siècle, était visiblement polyvalent, comme Renier de Huy. Je vous ai mis les fonds baptismaux ici. À propos de Huy, ça c'est un peu à part, je vous signale qu'il y a eu beaucoup de recherches archéologiques qui concernent le haut Moyen-Âge, avec notamment la découverte de plusieurs ateliers de verriers pour l'époque mérovingienne. C'est une autre histoire, mais il y a aussi beaucoup d'activités de métallurgie, donc ce qui montre qu'il y avait déjà beaucoup d'artisans, ou d'artistes peut-être, à cette époque, donc à l'époque mérovingienne. Donc c'était déjà une cité très dynamique du point de vue des arts, l'orfèvrerie, le verre, comme l'archéologie l'a révélé. Dans les sources textuelles, Renier de Huy est cité comme orfèvre. L'autre figure majeure, c'est évidemment Nicolas de Verdun, sur lequel je reviendrai, et on peut bien sûr évoquer Ugo d'Oigny au début du XIIIe siècle. Donc nous avons affaire à des espaces de création qui sont vraiment foisonnantes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de revenir sur ce dossier. Un autre point intéressant, j'ai parlé de la mobilité des artistes. Des textes nous renseignent sur cela. Le plus célèbre étant bien sûr celui de l'abbé Suger de Saint-Denis, qui fait appel à des artistes étrangers, notamment, entre guillemets, lotharingiens. Donc Suger était contemporain d'un autre abbé très important, donc l'abbé de Stavelot, qui s'appelait Vibald, on le reverra tout à l'heure. Donc au début du XIIe siècle, Suger, Vibald devaient se côtoyer certainement. Ils se sont certainement vus à Reims lors d'un concile en 1148. Et donc ce sont, parmi d'autres, des personnalités très importantes qui ont joué un rôle politique et diplomatique majeur. On pourrait également citer les scriptoria attachés aux abbayes, qui sont des vecteurs de connaissances et qui évidemment aussi sont des lieux d'échange, très certainement pour des artistes. Je mentionne également la question des modèles. Alors c'est un sujet en soi, hein, je ne vais pas trop développer, mais j'évoquerai deux, trois petites choses. Sujet qui a été traité notamment par Scheller en 1995, spécifiquement donc sur ces modèles, et, comme je l'ai déjà dit, en 2018, lors du colloque publié par Denise Borlée et Laurence Terrier-Aliferi, sur la question donc des modèles et de leur circulation. Les modèles, évidemment, on aimerait bien les connaître un peu mieux. On a quelques éléments, hein, quelques informations pour le Moyen-Âge, pour les XIIe, XIIIe siècles, j'en reparlerai. Ici, je vous ai mis l'étude que Denise Borlée a consacrée à la question du passage entre le dessin, donc 2D, et le volume, donc en 3D. Est-ce que les sculpteurs pouvaient, à partir de dessins, réaliser donc leurs œuvres. Donc ils pouvaient très bien avoir des modèles dans des carnets et à partir de ça les décliner dans la pierre. Donc cette expérimentation a été faite par Denise Borlée, donc je vous renvoie à son travail. Puisque évidemment, ce qui est intéressant, c'est de savoir si les artistes sculpteurs, peintres, etc., avaient des carnets à disposition, c'est clairement le cas, dans lesquels ils pouvaient noter des choses, faire des croquis, etc., peut-être comme le faisait donc Villard de Honnecourt,
Et donc ces éléments-là sont bien sûr, ces carnets sont bien sûr des éléments importants pour la question des transferts artistiques. Vous voyez que ça c'est intéressant parce qu'il y a cette tête dessinée par Villard de Honnecourt, l'expérimentation dans la pierre, donc à partir du dessin on l'a fait en 3 dimensions, et évidemment le parallèle avec cette tête de Strasbourg qui montre des parentés tout à fait évidentes avec celle-ci constituée à partir du dessin de Villard de Honnecourt. Donc c'est une problématique intéressante. Peter Kourman avait également parlé de la question des modèles plastiques, soit des maquettes en cire, en pierre, pour justement expliquer comment d'un site à l'autre on pouvait avoir des citations parfois très, très proches, outre le fait que bien sûr ça pouvait concerner les mêmes peintres ou sculpteurs. Voilà, ce sont des interrogations, puisqu'on n'a pas forcément des textes toujours explicites. En tout cas, il est clair que les artistes et ou les ateliers disposaient de modèles qu'ils pouvaient réutiliser et adapter avec souvent des variantes. Donc l'expérimentation proposée par Denise Borlée me semble intéressante à ce titre. Ce constat est édifiant et encourage à valider donc cette pratique de modèles dessinés, cette hypothèse des carnets de modèles bien sûr, pour des peintres verriers, des sculpteurs, des orfèvres évidemment. Donc dans le contexte que j'ai choisi de présenter, différents artistes vont créer progressivement un art empreint de modèles antiques et byzantins, passant de la stylisation proprement romane à un art de plus en plus souple dans le rendu des vêtements et beaucoup plus naturaliste, on verra en ce qui concerne les visages, beaucoup plus de volume bien sûr. Je vous ai montré tout à l'heure Nicolas de Verdun qui s'exprime dans un langage vraiment très, très expressif, mais on va voir d'autres artistes tout à fait intéressants pour illustrer ce propos. Donc dans ce contexte que j'ai brossé à grands traits, et qui n'est certainement pas exhaustif, c'est donc dans ce contexte que vont se former des peintres verriers, ceux dont je vais vous parler, et qui ont puisé certainement dans des sources très variées pour nourrir leur travail. Alors au contraire des orfèvres que j'ai mentionné tout à l'heure, pour le vitrail, on n'a pas de nom, en tout cas dans l'espace que je vais vous présenter. Il y a quelques noms de peintres verriers, bien sûr, au XIIe, XIIIe siècle, mais ceux qui sont attachés à ce que je vais vous présenter ne sont pas connus. Il y a également une question importante, c'est la datation. Les vitraux ont été souvent datés par comparaison avec d'autres œuvres. Parfois, quand le monument dans lequel ils prenaient place était toujours debout, on a pu évidemment essayer de faire le lien avec la construction. Donc les datations sont parfois à prendre avec quelques pincettes, faut faire attention. De même, les pièces d'orfèvrerie sont parfois datées de façon assez large. Vous allez voir que les datations que je vais présenter, que j'ai prises dans les ouvrages des spécialistes, c'est pas moi qui donne ces datations, elles sont parfois assez précises, parfois on a plutôt affaire à une fourchette chronologique, mais il y a quand même une certaine chronologie qui se fait jour. Donc il faut faire attention à ça. La chronologie, je pense qu'on a un certain contexte, mais certaines œuvres ne sont pas forcément très très bien fixées sur le plan de la datation. Donc gardez bien cela en tête. Il y a parfois des petits changements dans les dates ou des dates qui sont un peu larges, on verra. Parce que les données stylistiques ne sont pas toujours suffisantes pour dater. Ça c'est intéressant aussi. Pour tenter de comprendre les mécanismes qui ont régi les relations entre les artistes,
leur formation et les transferts artistiques, il est important de procéder pas à pas en analysant les compositions. On va le voir par exemple en partant de cette très belle verrière de Châlons, les drapés, les détails des mains, des visages. Donc il faut tout analyser en détail et faire des comparaisons. Ce que je vais faire alors, rapidement, mais je vais adopter cette méthodologie. Autre élément important avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est les remaniements, les destructions qui ont affecté ces œuvres. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête, que ce soit pour des pièces d'orfèvrerie, mais également bien sûr les vitraux. Donc les restaurations sont parfois importantes, sans compter bien sûr les destructions. On a pour le XIIe, XIIIe siècle, et surtout le XIIe siècle sur lequel on va se concentrer, il nous manque énormément de choses, comme vous pouvez l'imaginer, comme vous le savez certainement. Et lorsque les œuvres nous sont parvenues, elles ne sont pas forcément dans leur état d'origine. C'est le cas pour cette verrière, avec des compléments. Donc ça, c'est la verrière de la rédemption typologique de Châlons en Champagne. Les panneaux anciens sont très très bien conservés. Là, on est vraiment étonnés. On est en train de faire l'étude avec Karine Boulanger et les panneaux sont impeccables. C'est assez incroyable. En revanche, vous voyez des compléments qui ont été mis en place, je reviendrai, dans les années 50. Et ça, c'est un moindre mal. Comme vous le savez, les vitraux sont parfois très raccommodés. Donc il faut aussi avoir ça en tête. Donc beaucoup de pertes ou des remaniements. Donc c'est important de prendre tout cela en considération. Ces quelques données d'introduction, ces quelques précautions présentées, on peut maintenant passer à l'étude plus poussée de ces œuvres. En commençant donc par les vitraux de Châlons en Champagne. Donc, parmi les plus anciens vitraux conservés en France, les vestiges des trois baies provenant de la cathédrale romane, donc ce n'est pas de la cathédrale actuelle, mais de la cathédrale romane de Châlons en Champagne, et qui sont datés avant l'incendie de 1147. Donc cette œuvre a été faite avant 1147. Donc ces vitraux, notamment celui-ci, occupent une place essentielle dans l'art du vitrail, tant pour la qualité, comme vous voyez, vous connaissez probablement cette verrière, donc la qualité des panneaux qui sont conservés, et notamment ceux de la verrière de la rédemption typologique, qui sont vraiment un chef-d'œuvre pour le XIIe siècle, première moitié du XIIe siècle. Et donc l'étude qu'on est en train de mener avec Karine Boulanger à l'occasion de la présentation de deux des verrières à la Cité du Vitrail à Troyes et celle de l'Enfance du Christ à Châlons, dans le musée, à l'occasion de la restauration du trésor de la cathédrale où étaient présentées ces trois verrières. On les a déplacées et donc on peut les analyser en détail. Donc on voit que ce sont des œuvres du point de vue esthétique vraiment de très très grande qualité. Leur conservation est absolument incroyable. Beaucoup de verres sont anciens. Et des plombs aussi. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais on a pu montrer la présence de nombreux plombs du XIIe siècle. Donc en lien avec la Cité du Vitrail, le musée de Châlons, la DRAC Grand Est, nous pouvons nous intéresser à ces nombreuses questions stylistiques et techniques que posent donc les vitraux de Châlons. Nous avons aussi la chance de pouvoir travailler avec une étudiante en thèse qui va procéder, qui est en train de faire les analyses de la composition du verre et des couleurs. Donc c'est une étudiante, c'est Cécile Bretonnet,
qui est en thèse sous la direction de Laurence Galloisy à Sorbonne Université Sciences, et je la suis aussi en partie. Alors ces vitraux, je vais y revenir, avaient aussi été étudiés bien sûr par Louis Grodequy, j'en reparlerai tout à l'heure. Et même tout de suite, puisque dans les années 50, période de leur restauration en vue de leur exposition au sein de la tour nord de la cathédrale de Châlons, transformée en salle du Trésor, salle qui est en cours de restauration, c'est pour ça que les trois verrières, celle-ci, celle de l'Enfance et celle de Saint-Étienne, ont pu être déplacées, donc on a pu les étudier. Donc Louis Grodequy avait étudié ces verrières au moment de la recomposition, de la composition de cette fenêtre à partir des panneaux qui sont présentés. Donc moi je ne vais présenter que la verrière de la Rédemption. Dans l'étude qu'il avait montée dans les années 50, il avait pu mettre en évidence les liens vraiment étroits qui unissent donc la verrière de la Rédemption de Châlons et en particulier, vous voyez très bien du point de vue de la composition, l'hôtel portatif de Stavelot, œuvre mosane par excellence, hein, qui est vraisemblablement contemporaine de la verrière de la Rédemption de Châlons. Donc il avait pu montrer que cette verrière de la Rédemption était très très proche de l'hôtel portatif. Les deux autres fenêtres que je ne vais pas vous montrer présentent un style différent. Ce n'est pas du tout le même peintre qui a travaillé à la réalisation des autres deux fenêtres, mais vraisemblablement ces trois verrières sont contemporaines, alors que Grodequy proposait trois datations. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a trois styles, mais ce sont des verrières, je pense, Karine aussi le pense, contemporaines. En étudiant l'inscription, je peux revenir en arrière, voilà, l'inscription ici, qui borde ce disque vraiment fantastique sur lequel se détache la crucifixion, Louis Grodequy avait noté le caractère typologique de l'œuvre, c'est-à-dire le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le Nouveau annoncé par l'Ancien Testament, dans cette relation typologique qui est bien connue au XIIe siècle, notamment dans des œuvres romanes d'ailleurs. Et pour cette fenêtre, et également pour ce tableau, d'une autre façon, c'est l'annonce de la crucifixion, bien sûr. Donc, tous les panneaux qui gravitent autour sont en lien avec cette scène bien mise en exergue au centre, sachant tout de même qu'on n'a qu'une partie de la fenêtre, hein. Il y avait d'autres éléments perdus. Alors Grodequy avait notamment pu faire le lien avec les écrits de Rupert de Deutz, théologien liégeois, lui-même influencé par Honorius d'Idotin ou Honorius Augustodunensis, très porté sur les commentaires typologiques justement. Donc on voit bien qu'il y avait tout un contexte intellectuel dans lequel baignaient ces peintres, pas seulement, hein, bien sûr. Parce qu'il y a certainement le relais aussi des grands prélats, etc. Alors, au cours de la restauration des années 1950, Grodequy a pu faire le lien avec donc Stavelot, ce qui lui a permis de proposer cette restitution. Alors, il est évident que la crucifixion occupait la partie centrale, et puis qu'il y avait un grand quadrilobe, comme vous le voyez ici, pour l'hôtel portatif de Stavelot, qui est donc daté des années 1150. Cette organisation très spécifique de la verrière de la Rédemption, qui n'est pas du tout celle des deux autres fenêtres de Châlons, est promise un bel avenir avec le médaillon central, carré, donc encadré de demi-médaillons circulaires, un demi-médaillon circulaire. Bien d'autres œuvres présentent cette composition. Alors là, c'est une restitution à partir de l'étude du retable de Saint-Remacle
de ce tableau qui est perdu. Donc, il y a eu toute une étude sur ce retable que l'on connaît à partir de ce document du XVIIe siècle. Voici une proposition de restitution avec un quadrilobe. Mais cette organisation en quadrilobe, on la trouve souvent. Alors en vitrail, il y a, c'est pas exactement la même chose, mais on peut parler du vitrail de l'enfance du Christ à Saint-Denis, qui a été recomposé là aussi à partir de panneaux, puisque la verrière a été très endommagée. Je vous ai mis un autre exemple d'autel portatif avec un quadrilobe. Cette forme, hein, on la rencontre très souvent, c'est assez commun au XIIe siècle. Par exemple, ici, j'ai mis quelques sélections de phylactères, avec au centre donc des reliques. Ici, phylactère avec une crucifixion. Anecdotique, mais c'est intéressant de le dire, ici, un médaillon, un petit médaillon qui a été trouvé lors de fouilles, où on retrouve cette forme, et ce médaillon abritait une relique. Donc on voit que c'est une composition qui évidemment est très répandue. L'avantage, et c'est ce qu'on voit dans la fenêtre de Chalon, c'est qu'elle permet de mettre l'accent sur une scène centrale avec tout autour des commentaires qui sont liés, ces commentaires typologiques bien sûr. Donc c'est une composition qui est assez commune en orfèvrerie, en vitrail. Et on peut également faire des parallèles, alors là pas pour la forme de la fenêtre, mais du point de vue de l'iconographie, même si je ne vais pas trop développer, avec cette œuvre très connue également, le pied de croix de Saint-Bertin de Saint-Omer. Vous trouvez la veuve de Sarepta, là c'est un détail de la fenêtre de Chalon. Même chose à la base donc, du pied de croix de Saint-Bertin de Saint-Omer. Pas exactement le même style, hein, mais les mêmes iconographies. Ici, donc le personnage qui dessine le tout avec le sang de l'agneau, et on retrouve à peu près, pas exactement la même chose, mais à peu près dans le pied de croix de Saint-Omer. Voilà, juste pour signaler cela. Également, à la fois pour la composition, qui n'est pas exactement la même, mais quand même avec la crucifixion au centre, des demi-médaillons ou des médaillons circulaires. Ce très beau triptyque d'Alton Towers qui est aujourd'hui conservé à Londres, au Victoria Albert Museum. Donc on peut faire des parallèles. J'ai mis quelques détails pour vous montrer justement les relations qu'on peut établir entre vitrail et cette très belle pièce. Pour la crucifixion, du point de vue de l'iconographie aussi, hein, il y a des parallèles bien sûr, avec ici la pêche au Léviathan, Samson et les portes de Gaza, c'est très proche, le serpent d'airain, ici le sacrifice d'Isaac, donc des relations que l'on peut établir du point de vue de l'iconographie. Stylistiquement, c'est pas complètement la même chose, mais en tout cas du point de vue de l'iconographie, il y a des parallèles. D'autres parallèles iconographiques avec des plaques d'émail qui ne sont pas mosanes cette fois, juste pour montrer que probablement des modèles circulaient. Hein, ici, une plaque qui est conservée à Sens, mais qui est de facture plutôt germanique, hein, on va dire, pour faire large, pour faire simple. Toujours pour, donc là c'est le taux, pour David, ici. Donc c'est pas du tout le même style, mais on voit que c'est de l'iconographie qui était bien connue. En revanche, du point de vue stylistique, purement stylistique, il me semble, mais ça c'est moi qui le dis, qu'on peut faire des parallèles tout à fait intéressants avec ici ce médaillon qui vient du retable perdu, hein, dont on connaît juste le dessin, mais quelques pièces aussi conservées, comme ce médaillon, du retable de Saint-Remacle de Stavelot, que j'ai déjà mentionné. Ce personnage montre
du point de vue du visage, hein, les petits yeux, un arc de cercle pour les sourcils, le nez droit, une bouche fine, et puis un rendu très, très net, hein, très clair. Il n'y a pas beaucoup de fioritures, on voit l'essentiel, mais c'est très beau, très harmonieux. Du point de vue du rendu de la musculature aussi, c'est très proche de ces éléments, donc de ces personnages de la crucifixion de Chalon. Ça me semble assez intéressant de le souligner. La facture des cheveux aussi. Un autre élément, un chef reliquaire du pape Alexandre, qui est aujourd'hui à Bruxelles, qui a été fait pour l'abbaye de Stavelot également. Donc là, je vous parle des petites plaques qui sont à la base de ce chef reliquaire. Le personnage de gauche montre des parentés assez intéressantes avec l'art du vitrail, à Chalon, mais pas seulement. Ici, un parallèle pour une autre plaque dont le style est un petit peu différent, mais toujours du chef reliquaire. Et donc le parallèle avec l'église de Chalon. Et également ici, l'église de Chalon, de la verrière de Chalon, et des plaques qui proviennent d'un reliquaire très remanié. Il y a plusieurs époques. Voilà un détail d'une des plaques. Ça vient là de Montier-en-Der, très lié, enfin comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Stavelot également. Donc c'est quelques exemples qui me semblent intéressants. Montier-en-Der ne se situe pas très loin de Chalon et de Troyes, comme je l'ai dit. Et Philippe Georges l'avait déjà expliqué, Montier-en-Der a dû jouer un rôle important dans la diffusion de l'art roman. Et je pense que c'est une piste tout à fait intéressante. Alors est-ce que ce sont les mêmes artistes qui ont fait le vitrail, les plaques d'émail? J'en mettrai pas ma main à couper, mais enfin on voit quand même des parallèles très très proches. C'est intéressant de le signaler, c'est clair que là il y a vraiment une concordance. Pour Chalon, de nombreux parallèles ont été faits également avec des manuscrits. La Bible de Floref ici, de qui on avait parlé. Effectivement, hein, dans le rendu des visages, dans les proportions déjà des personnages, les rendus très posés, avec une précision, une netteté dans le graphisme, les poses des figures, les rendus des plis, etc. Il y a des parallèles tout à fait intéressants avec Chalon. L'évangéliaire d'Averbode également, qui a déjà été présenté comme parallèle avec les vitraux de Chalon. Là, je vous ai mis les deux scènes. Alors, les compositions ne sont pas les mêmes, mais le rendu des plis, les visages sont tout à fait parallèles, hein, entre le vitrail et le manuscrit. Voilà un autre folio où on peut faire des parallèles intéressants entre les visages, ici justement. Donc ce sont des parallèles qui ont déjà été présentés par d'autres chercheurs, mais je pense qu'ils sont intéressants. Il faut vraiment insister sur ces relations. Le triptyque d'Alton Towers, alors j'ai lu une interprétation de Christine Descatoires sur cette œuvre, qui pense que le style qui est très distinct, enfin, qui se détache un peu de l'armosan, comme l'hôtel de Stavelot que je vous ai montré tout à l'heure, pourrait matérialiser une appropriation par des champenois. C'est une hypothèse que je vous soumets, je ne sais pas exactement. Tout ce que je peux dire tout de même, et ça n'a pas été beaucoup vu parce que c'est une œuvre perdue. Donc je vous ai parlé de Montier-en-Der tout à l'heure. En Champagne, il y a la verrière de Chalon, bien sûr, qui est faite par des artistes mosans de toute évidence, peut-être liée à Stavelot, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici, c'est une mosaïque. Il faut penser aussi à ça, hein. Il y a des mosaïques. On n'en a plus beaucoup, des mosaïques du XIIe siècle. On en connaît une très très belle qui a été trouvée il y a une vingtaine d'années à Tournu, que je ne montre pas, ça n'a rien à voir, mais qui montre des parallèles intéressants avec le vitrail du début du XIIIe siècle. Ici, c'est une mosaïque qui faisait partie
de la chapelle Saint-Nicolas près de la cathédrale de Reims, qui a été trouvée, alors j'ai plus en tête la date, je n'ai pas eu le temps de rechercher, mais je crois que c'est au 19e siècle, et qui est perdue. Mais dans le style, le rendu des visages, etc., alors on n'a que cette image. On voit très bien des liens, je pense, avec l'art mosant. Donc ça, c'est pour la cathédrale de Reims. La relation entre l'art mosant et la Champagne, elle se traduit également du point de vue de la sculpture, à travers notamment, mais pas que, mais c'est quand même un exemple très, très connu sur lesquels on a proposé d'autres interprétations récemment, hein, notamment de Marc Gilles. Les statues-colonnes donc, du cloître de Notre-Dame-en-Vaux de Châlons en Champagne, qui montrent, du point de vue du rendu des vêtements, des visages, des parallèles intéressants aussi avec les émaux mosans et le vitrail de la rédemption typologique de Châlons. Alors le problème, c'est que dans le domaine du vitrail en Belgique, au XIIe siècle, la Belgique actuelle, on va dire, et notamment à Stavelot, il n'y a plus de vitraux, sauf ces quelques éléments trouvés lors de fouilles, plusieurs phases de fouilles. Je ne vois pas de parallèle évident entre la verrière de la Rédemption et ces quelques fragments, il y en a d'autres, qui proviennent de Stavelot, mais je n'ai pas eu le temps de regarder plus en détail. Donc à Stavelot, il y avait des vitraux, hein, vous avez quelques exemples ici. Il faudrait que je regarde un peu plus près. Ceux qui sont publiés, que je vois là, ne montrent pas de parallèle, en tout cas ça ne me saute pas aux yeux, que ce soit pour ces visages d'un style, celui-ci, ceci d'un autre style. Vous voyez, il y a plusieurs styles qui peuvent dater du milieu du XIIe siècle. Il faudrait reprendre le dossier plus en détail. Mais ça n'exclut pas la présence à Stavelot, Liège, du peintre de Châlons qui était donc mosan et qui s'est installé ensuite à Châlons. Un autre dossier important, à mon avis, et qu'il faudrait vraiment reprendre en profondeur pour comprendre mieux le vitrail du milieu du XIIe siècle ou de la seconde moitié du XIIe siècle, c'est le dossier de Saint-Remy de Reims, qui a été très bien étudié pour les parties orientales par Madeleine Cadinès, mais il y a tout le dossier des vitraux de la nef, très difficile à analyser, parce qu'il est en très mauvais état. Il faudrait faire vraiment une bonne campagne de photographie, il y en a eu, hein, mais il faut aller un peu plus loin. Je pense que là, on pourrait aussi tirer des informations sur cet art du vitrail, les liens avec l'art mosan, un peu ou non, hein, à travers cet exemple, Saint-Remy de Reims, mais également la cathédrale, puisque à la cathédrale de Reims, j'ai pu montrer des éléments du XIIe siècle. Ici, un remploi dans la rose ouest. Ici, un fragment qui a été trouvé après la guerre. Ça me semble assez proche de Saint-Remy. J'avais mis un exemple parallèle Chartres-Ouest. Je ne sais pas si c'est pertinent, parce qu'il faudrait vraiment aller plus loin dans l'analyse de ces éléments de Saint-Remy et voir les parallèles avec la cathédrale et Chartres. Mais en tout cas, ça peut faire partie d'une campagne de décor des années 1150-1155. Un autre élément intéressant à souligner, c'est ce triptyque de Stavelot, qui date des années, vous voyez là j'ai mis en 156-58, qui est intéressant parce que il présente, alors il y a plusieurs choses, hein, c'est pas uniforme, il y a plusieurs éléments, ils ne sont pas tous contemporains, mais les médaillons qui sont dans les parties latérales, je vous mets quelques détails ici, montrent des parallèles tout à fait intéressants avec des peintures, alors de Châlons, mais aussi on va le voir avec Troyes. Donc gardez ça en tête. Et vous l'avez vu tout à l'heure, ce détail du triptyque de Stavelot peut être approché de ce document qui est un document graphique, un dessin d'un panneau de Saint-Denis,
Ce qui montre là aussi, il y a peut-être des parallèles intéressants. Le vitrail n'existe plus, enfin en tout cas on n'a pas ces éléments-là. Il y avait peut-être des parallèles. Peut-être que ce sont bien des artistes mosans qui ont été appelés par sujet à Saint-Denis. Donc c'est un dossier qu'il faudrait probablement aussi reprendre. Et puis donc je vous l'ai dit tout à l'heure, ce triptyque d'Alton Towers a été interprété comme une œuvre champenoise d'inspiration mosane. Effectivement, il y a des parallèles. Alors ce qui est intéressant avec ce triptyque, c'est que contrairement à ce que l'on voit ici, les personnages sont gravés. Il n'y a pas d'émail dans le rendu des vêtements, ce qui donne un côté très très graphique. Donc, au contraire de ça, qui est très beau, mais là on a vraiment de l'émail. C'est une autre façon de traiter les émaux. Donc c'est intéressant peut-être aussi de prendre ça en considération dans l'interprétation. Il y a également ici tout un ensemble d'œuvres, des manuscrits, des émaux, que je vais vous montrer rapidement, qui permettent de faire la transition avec les vitraux de Troyes du XIIe siècle. J'en montre quelques-uns qui me semblent intéressants. Donc voici le triptyque de ce tableau que je vous ai déjà montré. Regardez bien ces groupes de personnages qu'on retrouve ici sur ce feuillet Viter qui est à Liège. On retrouve ces groupes de grappes de personnages ici, que l'on retrouve également sur ce carnet, le psautier de Berlin, alors entre guillemets, parce que Scheller l'interprète comme un carnet de modèles, justement. Document très intéressant, hétérogène, et là, on peut faire des parallèles avec toujours ces figurations, celle-ci, celle-là. On se situe à peu près à la même époque, dans les années 50, 60, 1150, 1160. Des plaques d'orfèvrerie intéressantes également pour la qualité du rendu. Ici, si vous regardez le détail de Jacob, des visages très posés, un peu différents de ce qu'on a à ce tableau. On voit qu'il y a peut-être une autre esthétique qui se met en place, et puis je trouve aussi un peu de volume, un peu moins de stylisation typiquement romane. On est un petit peu plus, c'est un peu après. Et également des parallèles intéressants pour montrer la vitalité de ces productions des années 1150, 60, 70. Le psautier de Berlin, entre guillemets, et cette évangélière très connue, l'évangélière de Nodger, avec plusieurs pièces qui ne sont pas contemporaines, bien sûr, des objets qui ont souvent été remaniés. On va regarder des détails de ces figures ici. Voilà deux personnages en mouvement, avec un certain volume, un traitement très doux des visages, des détails dans les barbes, les petits yeux, etc. Là, on s'éloigne, je trouve, on commence à s'éloigner de ce qu'on a vu pour la verrière de Châlons, par rapport à ce qu'on a vu à ce tableau. Il y a une autre esthétique, c'est comme ça que je l'interprète, qui se met en place. Les personnages très vivants, on voit les boucles de chevelure qui emportées par le vent ici, c'est assez mobile, et également le volume qui va entrer en jeu. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu avant pour les parallèles avec Châlons, c'était des figures, stylistiquement pour les drapés, c'était très convenu, très roman, entre guillemets, des plis en V, emboîtés, qu'on connaît bien. Avec les œuvres que je viens de vous présenter, celle-ci également, le retable de la Pentecôte, qui vient de Liège, de ce tableau aujourd'hui au musée du Moyen-Âge à Cluny. On voit donc, avec celle-ci, le psautier de Berlin, un autre monde esthétique qui se met en place. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais. Des personnages en volume, qui avaient aussi des antécédents, mais là, ce sont des œuvres
dans ces années 1960-70, qui montre cette quête de volume, de naturalisme en quelque sorte. Ce qui est tout à fait intéressant. Même chose pour des périodes un peu plus anciennes, puisque ça existait déjà. Donc c'est un développement, si vous voulez, même si ce n'est pas forcément linéaire. Les figures des évangélistes du pied de croix de Saint-Omer, magnifiques, là aussi, ils sont en volume. Et puis cette pièce d'orfèvrerie très très belle, l'encensoir des Hébreux donc de Lille. Donc ça c'est les années 50. On voit que ça existait déjà pour des figures en ronde-bosse en quelque sorte, mais cette quête de volume va aussi prendre place du point de vue graphique dans les plaques d'émaillerie et dans les vitraux. C'est ce que j'essaye de vous montrer. C'est mon interprétation, donc c'est ce que je vois. On va passer donc maintenant au panneau de Troyes. Alors les panneaux de Troyes, eux aussi, ils ont été créés dans un contexte très prolifique, avec beaucoup de contacts entre peintres verriers, orfèvres, peintres de manuscrits. On peut même penser que ceux qui ont réalisé ces vitraux de Troyes étaient en fait des miniaturistes, je vais y revenir. Puisque, comme l'avait proposé Brodecki, c'est encore lui, qui a vraiment reconstitué progressivement ces verrières de Troyes, et on a encore aujourd'hui des découvertes, puisque ce panneau, que Michel connaît bien, a été acheté en 2018 pour la Cité du Vitrail, pour le département de l'Aube. Donc on a toujours de belles découvertes en perspective pour ceci. Ces panneaux troyens, ce qui est intéressant, même si je ne développe pas, c'est que du point de vue stylistique, ils sont très très homogènes. C'est assez étonnant, parce que souvent, on peut avoir plusieurs fenêtres, mais avec des styles bien distincts. Ceux de Troyes, au contraire, ont vraiment été réalisés par le même atelier, les mêmes peintres, ça c'est clair. Avec un peintre qui domine, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, peut-être le chef d'atelier, je ne sais pas, avec un style vraiment très très clair, que vous voyez ici. Des figures plus longues que ce qu'on a vu à Châlons, plus allongées, parfois en mouvement, on va les voir, et puis un rendu du volume, on voit les genoux, les épaules, des traits très très fins pour rendre les robes, les manteaux, et également l'emploi de pinceaux très très délicats pour les visages, qui sont de très très grande qualité. Là on est vraiment en présence de peintres exceptionnels. Des petits yeux, petits sourcils en arc de cercle, des nez droits, des petites narines, une bouche, on va les voir après, plus en détail sur d'autres peintures, avec une petite agrafe, un petit M allongé, et puis un rendu très, très raffiné des chevelures, des paquets de mèches comme ça sur les côtés, c'est beaucoup plus naturaliste que ce qu'on a vu auparavant. Et là on est dans les années 1170-1180. À l'époque, il y en a d'autres qui ne faisaient pas du tout la même chose, puisque je vous ai mis en parallèle ce médaillon reliquaire, dont la datation fait débat. Je vous le mets simplement parce que c'est la même iconographie qui est assez particulière, la tentation du Christ. On a assez peu de tentation du Christ, en tout cas en vitrail, au XIIe siècle. Donc voici le panneau qui a été trouvé, qui a été acheté récemment. Donc ce sont des œuvres vraiment de très très grande qualité. Vous retrouvez ici le même traitement dans les chevelures, le même traitement dans les visages, même de face, c'est clair, c'est les mêmes traits stylistiques, c'est le même peintre, les mêmes peintres. Des rendus de plus en plus naturalistes des vêtements. On a toujours des plis en V, mais quand même ça prend du volume. Et également, pour cette pièce et d'autres, des détails extrêmement raffinés pour les fonds. Alors, il y a quelques petites variantes stylistiques,
même s'il y a des restaurations, les personnages secondaires ici sont un peu moins raffinés, on va dire, que les personnages principaux. Pour ce panneau qui est à Londres, au Victoria Albert Museum, et qui fait partie de la même série que celui-ci, acheté récemment à Troyes, pour Troyes. Voilà un panneau qui est au musée de Cluny, qui était dans une collection américaine avant, et on retrouve ces groupes de personnages. Vous vous souvenez, je vous ai montré des manuscrits tout à l'heure. On voyait ce même traitement ici aussi. Mais c'est le même type de rendu, hein, des chevelures, parfois des boucles peut-être en forme de coquille d'escargot, c'est très caractéristique, et des visages avec des expressions très contenues mais extrêmement harmonieux. Et puis donc ce volume marqué, en particulier cette très très belle pièce de New York, du Metropolitan Museum. Donc une minutie d'exécution sur de tout petits panneaux. On va trouver sur d'autres œuvres, je ne vais pas vous montrer tous les panneaux, mais ici aux États-Unis, et qui à mon avis correspond tout à fait à ce panneau qui est à Saint-Denis, mais à mon avis ça fait partie de la même série. Alors soit c'est le même peintre qui a travaillé à Troyes qui a aussi travaillé à Saint-Denis, soit ça vient pas de Saint-Denis, enfin bref, il y a des problèmes. Mais on voit des parallèles tout à fait évidents. Vous retrouvez les mêmes chevelures bouclées comme ici, le même type d'expression. On va le voir après. Donc là, on baigne encore dans ce influent, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas dans ce milieu mosant, hein, avec des références toujours dans le traitement de ces groupes de personnages. Ici avec le triptyque de ce tableau qui est plus ancien. On trouve ça ici. Pas exactement la même chose, mais quand même, il y a des parallèles intéressants. Et puis je vous ai remis ces manuscrits avec les mêmes traitements. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a à Troyes. Alors Grodecki pensait que ces panneaux avaient été faits par des peintres formés probablement dans le domaine des manuscrits. Il attribue également au même peintre ces peintures de Saint-Kyrias de Provins, qui sont détruites aujourd'hui, mais connues par un relevé. Effectivement, vous pouvez faire des comparaisons entre le rendu des visages, je ne sais pas si vous voyez très bien ici, le volume des personnages, celui-ci, donc il y a des parallèles tout à fait intéressants. Du point de vue des émaux, hein, je vous remets cette très belle plaque où l'on peut voir des parallèles. Là, c'est une plaque de volume. C'est pas exactement la même chose, mais c'est intéressant. En revanche, on arrive dans quelque chose d'un petit peu plus pointu. Ces liens entre manuscrit et vitrail sont assez clairs, comme le proposait Grodecki, notamment en ce qui concerne ce manuscrit, la Bible des Capucins, qui comporte plusieurs volumes. Je vous ai mis ici un détail de ce personnage pour le rendu du visage. Ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a à Troyes. Dans le volume aussi, c'est clair qu'il y a des parallèles tout à fait édifiants. Ce que proposait également Grodecki en ce qui concerne ce personnage, voilà quelques figurations. Voilà, ici, on fait bien le parallèle entre le Christ et celui-ci. Donc ça me semble tout à fait intéressant. Donc, on peut se demander si ce peintre, celui qui a fait ces panneaux de Troyes, n'était pas en fait soit il s'est formé, soit c'était vraiment un peintre qui faisait des manuscrits. Donc il était probablement polyvalent. Tout petit panneau aussi le laisse penser. Mais j'aimerais faire d'autres comparaisons qui me semblent intéressantes également avec les émaux. Je trouve que cette tête d'une croix reliquaire conservée à Baltimore présente des caractères assez comparables. Alors, pas forcément dans les chevelures, mais c'est pas le même médium, donc il faut adapter aussi. Mais dans le rendu des yeux petits, le nez, une petite gouttelette. Retenez bien la gouttelette, c'est très important. Le rendu de la bouche ici, les paquets de mèches, ça me semble assez intéressant de faire le parallèle, ce que j'ai fait ici,
avec Troyes. Et on est à peu près dans la même fourchette chronologique. Je trouve qu'il y a des éléments tout à fait intéressants. Ici, une plaque du XIIe siècle, je ne sais plus si je l'ai montré tout à l'heure, mais on voit un travail sur un esthétisme très doux des visages. On peut faire le parallèle avec Troyes. Autre œuvre qui est très très connue, qui est vraiment de toute beauté, cette Armilla donc, du Louvre, qui date des années 1170-80, avec là aussi, dans le rendu du visage, une certaine liberté, une douceur, des traits caractéristiques qu'on trouve, je pense, c'est assez comparable à ce visage de la croix que je vous ai montré tout à l'heure. Ça ressemble un peu aussi à ce qu'on trouve dans le psautier de Berlin, pour le visage, pas pour le rendu du volume. Et c'est clair aussi qu'il y a des liens, alors je ne dis pas que c'est Nicolas de Verdun, mais on peut faire des parallèles intéressants avec le travail de Nicolas de Verdun. Et si on met en parallèle ce détail de l'Armida et puis par exemple ce visage ici de Troyes, ça me semble assez intéressant. Même proportion des visages, détails dans les chevelures, les petites boucles de la barbe. Voilà, j'ai mis un autre détail ici. Il y a des parallèles qui me semblent tout à fait intéressants. Un panneau de Troyes dont la localisation est inconnue. On n'en connaît qu'une photo qui est dans un des dossiers au Metropolitan Museum que Charles Little avait publié. Une crucifixion mais qui est refaite. En revanche, les personnages qui sont devant là, montrent bien un sens du volume tout à fait caractéristique de cette série troyenne, et puis des détails dans les rendus des chevelures, dans les expressions, ça me fait beaucoup penser quand même à Nicolas de Verdun et l'embon de Closter. Bon, je ne dis pas que c'est Nicolas de Verdun, mais il y a des parallèles. En revanche, on peut là faire établir des liens très clairs, et à mon avis ce sont les mêmes. C'est le même peintre qui a fait les vitraux et ce personnage, il y en a d'autres, d'un manuscrit aujourd'hui en Angleterre. Je pense que là, il n'y a pas de doute, c'est le même. Quand on regarde le détail du visage avec cette chevelure très... j'ai des détails ici, c'est parallèle, en boucle, enfin en mèche, en paquet de mèches qui sont très variés, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a ici. Les petits yeux, l'arcade sourcilière semi-circulaire, les nez étroits, les petites narines, la petite gouttelette sous le nez, même traitement pour la bouche, la barbe, encore plus évident avec le Signuncto de Saint-Denis qui à mon avis fait partie de cette série troyenne. Là j'ai mis un détail, si vous regardez ce personnage, celui-ci c'est vraiment très très proche. Dans le rendu des volumes également, ici c'est clair avec cet élément de musée Cluny, les traits fins qui rendent justement les peaux, les genoux, etc. Et puis, et ça Grodequy l'avait bien vu, il avait fait le parallèle avec ce manuscrit, les doigts effilés, c'est très très caractéristique, c'est vraiment très très proche de ce qu'on a par exemple dans ce panneau. Les choses avec les tiges, c'est ce que dit Grodequy, donc c'est pas dans ce panneau mais il y en a d'autres, il y a des parallèles vraiment évidents. Donc à mon avis, l'auteur de cette miniature, cette peinture, a dû réaliser aussi cette série de vitraux. Mais je ne connais pas grand chose sur ce manuscrit, je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations, si ce n'est une datation assez comparable bien sûr. Et plus encore, des relations tout à fait stimulantes peuvent s'établir entre ce manuscrit et les émaux conservés à Troyes, des émaux du XIIe siècle, des années pareilles 1170-80, comme les panneaux vitrés que je vous ai montrés. Même chose, expression très contenue, raffinement dans le rendu de la barbe, de la chevelure, même type d'yeux, nez, etc. C'est très 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 proche, petite gouttelette sous le nez. C'est vraiment très proche.
Alors, le traitement graphique est différent, mais en ce qui concerne les visages, il y a des parallèles qui me semblent tout à fait édifiants. Et évidemment, même chose entre les vitraux et ces plaques émaillées qui sont aujourd'hui conservées dans le trésor de la cathédrale de Troyes. Toutes ces recherches plastiques vont conduire à des ensembles, là aussi, de très grande qualité, qui mériteraient d'être analysés plus en profondeur. En particulier ici, le vitrail d'Orbel, donc il y en a deux, mais cette crucifixion typologique, là on revient à l'iconographie qu'on a vue tout à l'heure avec Chalon, mais vous retrouvez les mêmes thèmes, personnages, Simonto, Isaac, etc. Donc, on baigne toujours dans cette culture qu'on a vue tout à l'heure, mais du point de vue stylistique, alors les personnages sont beaucoup plus longs, les proportions sont différentes. J'ai pas de bons détails de cette verrière, mais je pense qu'on peut faire des parallèles tout à fait édifiants quand on compare les visages, les volumes des personnages qui sont plus longs. Et on est un petit peu après, 3. D'autres parallèles, alors pas forcément pour dire que ce sont les mêmes peintres, ou les sculpteurs qui étaient peintres, c'est pas ça que je veux dire, mais là on entre vraiment dans ce style 1200 que vous connaissez certainement, avec ses plis vallonnés, ce rendu des volumes. On peut trouver donc dans le vitrail, je vous ai montré des exemples, dans les manuscrits, ici à Saint-Remy de Reims, ici bien sûr la chasse des ramages de Nicolas de Verdun. C'est cet esthétisme qui se met en place progressivement. Je pense que les vitraux de Troyes marquent une étape importante, avec d'autres œuvres, mais enfin en tout cas pour le vitrail. Et puis tout ça se traduit en sculpture, dans les manuscrits, dans le vitrail, c'est tout à fait clair. Et ce style 1200 va évoluer, bien sûr. Il y a eu tout un colloque dans les années 70 sur la question. Laurence Terrier-Aliferis a repris aussi cette problématique récemment, sans aborder beaucoup le vitrail d'ailleurs, ce qui m'a un petit peu étonné. Mais donc les œuvres que je vous montre ici, c'est très très beau, c'est très très belles fenêtres, ces détails de panneaux de l'an du début du XIIIe siècle. Vous retrouvez, alors c'est pas les mêmes peintres, mais c'est la suite. Ce ne sont pas les peintres troyens, mais c'est la suite. Et là, les nez très longs, étroits, les petites bouches avec les petits crochets, les yeux tout petits, les paupières, les pupilles nichées au coin des yeux, la gouttelette. Et ça, c'est aussi typique de vitraux rémois dont on n'a que quelques bribes pour les parties basses, avec des dessins que j'avais pu réaliser, mais également dans les parties hautes de Reims, il y a des parallèles tout à fait édifiants. Ça c'est particulier, c'est un remploi. Dans la galerie ouest, mais vous retrouvez aussi la portée à presque son paroxysme, c'est rendu très en volume, les personnages en mouvement qu'on avait déjà vus auparavant, dans des manuscrits des Émaux, et qui sont traduits magnifiquement dans ces verrières de l'an. De Soissons aussi, j'ai pas mis d'exemple, j'ai vu qu'il y a Antoine Liénard qui travaille sur ces questions pour Soissons. Et pour terminer, je vous ai mis ces éléments caractéristiques qui sont à peu près contemporains, à la cathédrale de Troyes cette fois, pour les années 1220, avec toujours ce style 1200 vraiment poussé à son extrême. Hugo Douanier ici, et Villard d'Honnecourt, tout ça est dans cette mouvance tout à fait caractéristique de ces années. Et on voit bien, alors je ne dis pas que ce sont les mêmes artistes, pour Troyes j'ai bien pu faire le lien, pour Chalon, il est intéressant peut-être de creuser ces relations avec Stavelot. Enfin,
c'est l'impression que j'ai, mais il faudrait reprendre le dossier un peu plus en détail. En tout cas, j'essaie de vous montrer la grande qualité des réalisations des XIIe, XIIIe siècles, la nécessité d'étudier les verrières en lien avec leur édifice d'origine. Bon, là, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas le temps, mais il faut vraiment faire le lien avec le bâtiment initial. Faire le lien avec... il faut imaginer ces églises qui devaient comporter, bien sûr, des peintures murales. Il y avait également des ouvrages, des livres liturgiques. À certains moments, des chasses reliquaires, des encensoirs, j'en ai montré tout à l'heure, pas toujours exposés, mais en tout cas à certains moments. Tous ces éléments devaient se répondre. Des mosaïques, j'en ai montré tout à l'heure, même si on n'en a plus beaucoup. Il va y avoir des correspondances entre ces arts qui se complétaient, aussi du point de vue iconographique. J'ai juste abordé la question, mais c'est clair, il y a des correspondances entre les sculptures et les vitraux notamment. Donc nous avons besoin de reconstituer, nous, tous ces éléments à partir de quelques vestiges et d'interroger tout cela pour essayer d'interroger ces œuvres, essayer de les comprendre, de les remettre dans leur contexte et de voir les liens entre les différents artistes. C'est ce que j'ai essayé de faire ce soir. Voilà, je vous remercie.